Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez la bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 10 mars pour votre matinale. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure consacrée bien évidemment à l'actualité vendéenne. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Comme tous les matins, vous pourrez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau dans l'invité de la matinale du jour, Bruno Méhour, directeur des centres AFPA de Vendée. Nous avons parlé avec lui de reconversion professionnelle, de formation et des trophées de l'AFPA. Interview à retrouver désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo de ce mardi 10 mars. On commence bien sûr avec ce matin et prudence sur les routes avec le brouillard qui est bien présent sur une bonne partie du département. Les températures sont plutôt à la baisse, comptez 4 degrés dans les terres, 5 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition sur le littoral vendéen. Il faudra 13 degrés. Dans les terres, c'est une alternance entre nuages, pluie et éclaircies qui est attendue et comptez cette fois-ci 14 degrés. Nous regardons maintenant les horaires des marées. Pour aujourd'hui, on commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec un petit coefficient à 48 à 41. La première basse mer était cette nuit à 2h44. La prochaine sera donc à 15h03. La première pleine mer, c'était ce matin à 7h52. La prochaine sera donc à 20h14. Au niveau du passage du Gois, coefficient identique 48 à 41. Première basse mer cette nuit à 2h45. La prochaine est prévue à 15h04. La première pleine mer était donc ce matin à 7h46 et la suivante sera donc à 20h14. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h27. Il se couchera ce soir à 19h04 et nous fêtons aujourd'hui les Viviens. Bonne fête à tous. Il est temps maintenant de faire un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur la pollution de la rivière Lyon aux hydrocarbures qui touchent principalement La Roche-sur-Yon. 18 mètres cubes de fioul se sont déversés dans la rivière la semaine dernière suite à une fuite des cuves des groupes électrogènes du centre hospitalier départemental. Depuis, la société SOR, prestataire de la ville de La Roche-sur-Yon, intervient plusieurs fois par jour pour pomper le fioul, une fois celui-ci piégé par des barrages filtrants. Pour l'instant, impossible de savoir combien de temps les opérations de dépollution vont durer. Aucun décès de poissons lié à cet événement n'a été constaté. Néanmoins, par arrêté du préfet, l'accès au bord de Lyon reste interdit au public, tout comme les activités de pêche. Je vous rappelle que si vous avez été en contact avec l'eau de la rivière Lyon et que vous ressentez des symptômes inhabituels, contactez tout de suite les services de secours. Des points d'entrée dans le réseau d'eau pluviale ont été identifiés et traités. Et puis, dans le cours d'eau, des opérations de pompage ont lieu tous les jours. 3 barrages ont été installés. Il y en avait 2 au départ et un 3e a été renforcé. Et donc, ces opérations de pompage sont réalisées par la SOR, qui est le prestataire de l'agglomération. Ce pompage, il a été mis en place très rapidement, dès que la pollution a été constatée sur Lyon, donc avec l'agglomération. Et on ne sait pas quand est-ce que malheureusement ça va se terminer. Chacun va travailler, des experts qui ont été nommés et il y a la préfecture qui travaille aussi sur ce sujet-là et nous on interviendra tant qu'il y aura nécessité. On intervient avec des camions hydrocureurs 3 fois par jour. On va capter, pomper le fioul qui a été retenu par les barrages flottants et on va les pomper, l'enlever de Lyon et les mettre après en retraitement. Tout ce qui est fioul qui est récupéré, qui est pompé dans le milieu naturel, c'est retraité. Là, c'est retraité sur le 44. Et quand on dit que c'est retraité, ça va être réintégré sur des filières spécifiques. Mais ça ne peut pas être revalorisé malheureusement. Nous vous en parlions déjà hier matin, le salon Vendée Pro se tient actuellement au parc des expositions des Oudéry à La Roche-sur-Yon, un salon réservé aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche de Vendée. Pour cette nouvelle édition, 120 exposants sont présents et différentes conférences sont organisées pour les professionnels. Parmi les thèmes abordés, la question du logement pour les salariés et les saisonniers, ou encore la dynamisation de sa visibilité grâce à l'intelligence artificielle. La proportion d'exposants vendéens, c'est à peu près 60%. Et au niveau des visiteurs, on a à peu près 70% de visiteurs qui viennent de la Vendée, puisqu'on a la volonté, nous, de faire un salon justement pour les Vendéens. Et après, les visiteurs qui viennent des départements limitrophes, on le viennent parce qu'ils viennent à la rencontre de leurs partenaires, de leurs fournisseurs. Mais le salon ne s'appelle pas Vendée Pro par hasard. C'est parce qu'effectivement, il est vraiment destiné en fait, au territoire vendéen.
Le salon, on l'organise en collaboration avec des partenaires comme l'UMI, donc l'Union des métiers de l'industrie d'hôtellerie, la Chambre de métiers, la Fédération des boulangers, mais aussi la Fédération d'hôtellerie de plein air de la Vendée. Donc ces partenaires nous aident en invitant leurs adhérents à venir visiter le salon, en organisant les thèmes des conférences, puisqu'en fait ça répond aux attentes de leurs adhérents, donc ils nous font des remontées de terrain. Et puis pour certains, ils organisent aussi des animations, des concours ou des assemblées générales. Donc par exemple, l'UMI organise son assemblée générale, ce qui permet à leurs adhérents de venir dans le salon. Donc dans un seul lieu, ils vont trouver le salon et une salle pour faire leur assemblée générale. Et la Fédération d'hôtellerie de plein air organise des assises de printemps, qui est un peu la réunion ouverture pour les campings avant le démarrage de la saison. 6 élèves en terminale sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du lycée Léonard de Vinci de Montaigu-Vendée relèvent le défi du premier e-bike marathon. Le but, parcourir 20 km en vélo à assistance électrique en consommant le moins d'énergie possible. Un challenge qui se déroulera au Sables d'Olonne le 28 mai prochain. Pour y arriver, ils doivent concevoir leur propre vélo à assistance électrique. Alors depuis le mois de septembre, ils ne comptent plus leurs heures pour avancer au maximum dans leur projet, aidés par leurs professeurs. Un défi qui nécessite des calculs, des projections 3D et beaucoup de technicité. Ils ont d'ailleurs sollicité l'aide d'un fabricant de vélos et créé un partenariat avec l'IUT de Carquefou pour bénéficier de leur atelier. Louise Yadjé est allée à leur rencontre en plein contre-la-montre pour la conception de leur vélo. Un regard rivé sur l'écran, des logiciels 3D. Bienvenue dans le laboratoire des terminales STI 2D. 6 jeunes travaillent à la création d'un vélo mobile à assistance électrique. Alors chacun doit réaliser une tâche bien précise. Je vais du coup là maintenant réaliser l'aérodynamisme, vu qu'on a réussi à avoir notre plan en 3D à l'aide d'un partenaire qui a pu nous aider à scanner notre coque à l'aide d'un scanner 3D. Et donc maintenant je vais réaliser toute la partie aérodynamique et également la résistance des matériaux pour optimiser au mieux la coque de notre véhicule. Ce vélo mobile est conçu à taille réelle. Il devra parcourir 20 km tout en consommant le moins d'énergie possible. C'est en tout cas les critères du challenge SIGO e-bike marathon. Un défi d'une ampleur inédite qui a nécessité de nouer des partenariats. Là, on peut voir un cadre qui nous a été fourni. Donc c'est d'un vieux vélo de notre partenaire cycle JV Fenio. Et donc on réutilise des pièces et en fait le but c'est de le réadapter à notre vélo mobile à nous. C'est quoi l'échelle là? Vous avez la valeur du rayon de courbure? Un an de travail est nécessaire pour fabriquer ce type de vélo mobile. Les élèves le réalisent en seulement quelques mois. Preuve d'une implication sans faille de la part des jeunes. Le fait de pouvoir travailler tout seul, en plus, comme ça, ça c'est important pour les études à venir. Et après, il y a quand même des parties techniques et des parties calculs qui sont assez complexes dans ce projet. Mais j'ai confiance en eux et c'est des élèves qui ont quand même de bonnes aptitudes. Et si j'ai accepté de me lancer dans ce projet avec eux, c'est que je sais qu'ils sont capables. Un projet qui devra être abouti le 28 mai prochain, date du challenge SIGO e-bike marathon organisé au Sables d'Olonne. Et les élèves d'un autre lycée sont mobilisés pour la bonne cause aujourd'hui, ceux du lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte. Ils organisent une vente d'objets confectionnés par leurs soins, mais aussi de crêpes et de pâtisseries. Objectif, récolter des fonds au profit de l'association La CAP, qui forme des chiens d'assistance pour les personnes ayant subi des traumatismes. La présidente de l'association sera d'ailleurs présente avec des chiens pour expliquer leur mission. Rendez-vous donc aujourd'hui de 12h30 à 14h et de 16h à 17h au lycée François Rabelais. La 32e édition du festival Chantapart a débuté vendredi dernier et se tient jusqu'au 4 avril. Un festival toujours plébiscité pour son originalité, puisque l'ensemble des concerts se déroulent chez l'habitant, dans un salon, une cave, un garage, en maison ou en appartement. Des spectacles ouverts à tous sur réservation avec des chanteurs et musiciens professionnels. Nous nous sommes rendus à l'une des premières soirées chez un habitant de l'île d'Olonne. C'est la première fois qu'il accueillait un concert à domicile. Et vous allez voir, il a dû pousser un peu les meubles pour pouvoir accueillir tout le monde. Un reportage de Grégoire de Châtillon. C'est très agréable et c'est d'une très bonne qualité. J'ai adoré, en fait c'était vraiment une belle découverte. C'est super, vraiment. Faudra pas compter sur moi, je m'endors un peu. Maria Mali dans l'intimité d'un concert à la maison. Tout ira mieux, emporte-moi loin des villes. J'aime trop, c'est vraiment
Il y a un côté cocon. Et en même temps, c'est drôle parce que sur scène, on est très proche des gens. Quand la qualité rime avec proximité, un chant-à-part, c'est une première pour l'artiste, tout comme l'accueillant qui a fait de la place dans le salon de sa maison de l'île d'Olonne. C'était la première, donc un peu de stress, mais les gens sont là, la musique est chouette, et c'est un bel événement qui se passe chez nous. Enfin, c'est vraiment sympa comme tout. À organiser, c'est un petit peu de déménagement, c'est-à-dire qu'on vide tout le salon, on organise le petit buffet pour tout le monde, l'accueil des artistes. Donc voilà, c'est un peu de boulot, mais c'est un boulot qu'on fait avec plaisir, et quand on voit le rendu, on est content de l'avoir fait, et on pense pas que demain il faudra tout nettoyer, tout remettre. Le public, lui, pour 20 €, a le droit à 2 concerts et un buffet. Ils sont une quarantaine à avoir réservé leur place. Des désirs déambulants ailleurs. C'est au tour d'Audrey Joumas. Elle aussi est une artiste émergente. Depuis maintenant 32 ans, le festival Chant-à-part se vit comme une expérience, une rencontre d'artistes, afin de se faire porter en toute intimité par la musique. Samedi dernier, l'association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques organisait la 4e édition du Salon des Chemins, un événement à destination des pèlerins partant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où de précieux conseils sur la préparation des bagages, la nourriture, la gestion du couchage ou encore la préparation physique étaient donnés. De nombreuses cartes et guides étaient également disponibles. Dans le département, le tracé des chemins de Compostelle fait 150 km. Il en reste 1000 à parcourir une fois la Vendée traversée pour atteindre Saint-Jacques. Les gens ils nous posent des questions surtout sur le poids du sac. Ce qu'il faut prendre, c'est ne pas prendre dans le sac à dos pour éviter de porter trop. Donc prendre des vêtements légers, savoir faire des rechanges, puis faire des lessives régulièrement. On n'a pas besoin de se charger énormément. Nous on conseille d'avoir un sac qui pèse 9 kg maximum avec l'eau dedans. À peu près 2 litres d'eau par sac. Donc 7-8 kg dans le sac, ça suffit amplement pour pouvoir se déplacer. Avoir de la nourriture pour le pique-nique du midi, c'est bien, mais après il y a assez d'épiceries au-dessus d'endroits où l'on peut s'acheter à manger. Il n'y a pas, on est dans un pays quand même où c'est qu'on trouve à manger quand même régulièrement. Donc on n'a pas besoin de se charger en botte de sardines, 1 kilo de riz dans le sac à dos. Non, on ne va pas mourir de faim sur les chemins de Compostelle. Non, préparation surtout l'hébergement, savoir s'il faut réserver ou pas. Alors il y a des pèlerins comme nous qui réservons régulièrement les endroits où on va coucher. Il y en a d'autres qui ne réservent jamais. Ça, c'est après chacun le voit un petit peu comme il a envie de s'organiser. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec, je vous le disais tout à l'heure, du brouillard ce matin sur l'ensemble du département. Soyez prudents donc si vous devez prendre la route. Comptez 4 à 5 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, les nuages vont faire leur apparition sur le littoral vendéen. Et dans les terres, nous aurons une éclaircie dans les terres, plutôt une alternance dans les terres entre éclaircies, nuages et averses. Comptez cette fois-ci 13 à 14 degrés. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à cette exposition Artistes pour l'espoir qui se déroule actuellement. Je ne vous dis pas où, puisque sinon je vous donne la réponse à la question de la semaine de Café Cuisine. À vous de trouver donc la réponse de cette expo Artistes pour l'espoir. 200 œuvres y sont donc exposées, 200 œuvres qui sont mises à la vente au profit de l'association ASAP 85 qui accompagne les familles d'enfants autistes. Artistes pour l'espoir, c'est tous les ans, généralement au mois de mars, une fois par an. C'est la 14e édition, on a démarré en 2013, donc on commence à être un peu rodé maintenant, même si cette année, et pour la 2e année consécutive, on est délocalisé à cause de travaux dans la bibliothèque de Mouilleron, si bien qu'aujourd'hui, on profite de l'écrin du parc de Beaupuy pour recevoir les œuvres là, pour la 2e année consécutive. Effectivement, on essaye chaque année de renouveler les artistes de façon à créer de la nouveauté, avec des artistes qui viennent parfois de très loin. On a 2 artistes qui viennent notamment de Toulon et de Lyon,
Après, on en a quelques-uns qui viennent de Bretagne, du Poitou, et puis les autres des locaux de Vendée et départements limitrophes. Je viens de Chasseuil du Poitou. Ça fait maintenant une quarantaine d'années que je peins. Et de fil en aiguille, en fait, je fais plusieurs salons régulièrement dans l'année. Et j'ai été contacté par l'association Artistes pour l'Espoir pour venir exposer ici. On m'a demandé si ça m'intéressait éventuellement. Et bien sûr, ça m'intéresse d'exposer pour cette association. D'autant plus qu'il y a un but quand même qui est intéressant et pour l'autisme. J'ai fait déjà d'autres expos dans le même sujet à peu près. C'est avec Art Solidaire sur Tours. Donc c'est toujours intéressant de peindre, de vendre et qu'une partie de cette vente aille pour une association. Alors effectivement, on s'attache tous les ans à choisir une association différente chaque année, des associations qui sont en lien avec la maladie ou avec l'enfance. Cette année, on a choisi, avec le Rotary de La Roche-Orion, qui porte l'expo, il faut le rappeler, on a choisi d'aider l'ASAP 85, qui est une association qui accompagne les familles d'enfants autistes pour leur rendre le quotidien un peu plus facile et puis surtout pour permettre aux parents de poursuivre une activité professionnelle grâce à l'encadrement de leur enfant par des salariés formés. Alors effectivement, ça c'est le travail de l'équipe. On est une douzaine à traîner dans les expos tout le long de l'année et puis à surveiller les réseaux sociaux aussi pour repérer des talents qui mériteraient d'être exposés dans notre expo de Mouilleron. Alors l'an dernier, on a compté, alors c'est peut-être l'effet aussi Parc de Beaupuy, on a une hausse de 20 à 30% de visiteurs en plus, on a dû dépasser les 1500 visiteurs. Donc c'était plutôt une réussite parce qu'on était un peu inquiet à cause du changement de lieu. Et écoutez, alors depuis le 2013, début de l'association, on a récolté plus de 162 000 € distribués à des associations différentes chaque année. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à l'exposition Artistes pour l'Espoir. Comme tous les mardis, il est temps maintenant de parler ensemble de santé. Et cette semaine, dans Hôpital Mode d'Emploi, nous vous présentons le scanner spectral. Depuis un an, les hôpitaux de Vendée sont équipés d'un scanner spectral de dernière génération. Sur le site de La Roche-sur-Yon, au centre hospitalier départemental, l'établissement est le premier centre hospitalier non universitaire du Grand Ouest de la France à se doter de ce modèle de dernière génération. Alors ce scanner spectral, il permet d'obtenir des images plus détaillées, d'analyser plus finement certains tissus et anomalies. Cette technologie est notamment très utile pour la prise en charge de situations urgentes comme les AVC ou encore les embolies pulmonaires. C'est un scanner de dernière génération avec une nouvelle technologie qui permet, en plus de ce que faisait un scanner habituellement, de décomposer le spectre des rayons X. C'est pour ça qu'on l'appelle scanner spectral. Et en fait, en plus des informations qu'on avait habituellement, c'est-à-dire avant, on les a toujours, mais ce sont des images en noir et blanc, des niveaux de gris. Là, on va en plus avoir des cartographies nous permettant d'avoir des tissus ou des composants particuliers qui vont être mis en valeur. On peut avoir des cartographies d'iode, puisqu'on injecte du produit de contraste, qui est du produit de contraste avec de l'iode dedans. Donc on peut avoir des cartographies où on met en évidence cette iode, ça nous permet de la voir beaucoup mieux. On peut avoir des cartographies où on accède notamment à l'acide urique pour les calculs rénaux. Des cartographies qui nous permettent de décomposer différemment les composants du corps humain. Ça nous permet en fait d'avoir des informations supplémentaires qu'on n'avait pas forcément avant avec les scanners d'ancienne génération. L'avantage aussi de cette technologie, c'est qu'elle nous permet par différents moyens d'avoir moins de rayons X, donc d'irradier un petit peu moins les patients, et d'injecter un petit peu moins de produits de contraste iodés, ce qui permet de protéger un peu plus les reins, la fonction rénale des patients. Et après, comme je vous disais, comme c'est un scanner qui a des nouvelles performances, on espère vraiment beaucoup l'utiliser pour toutes les pathologies oncologiques, parce qu'a priori, c'est très intéressant. On a des cartographies, on voit mieux le produit de contraste iodé. Et les tumeurs, ça prend le produit de contraste iodé. Donc on espère comme ça mieux délimiter par exemple une tumeur, la mesurer de façon plus précise et la détecter aussi d'ailleurs plus facilement.
C'est un scanner qui est installé à côté des urgences et qui est donc notre scanner des urgences. Donc il va servir pour tous les patients urgents qui passent à la fois par les urgences et qui sont hospitalisés. Donc c'est toutes les urgences des patients qui sont hospitalisés dans les lits de l'hôpital. On va avoir vraiment plein de pathologies différentes, mais ça va être beaucoup de pathologies neurologiques, les AVC par exemple, les recherches d'embolie pulmonaire, les recherches de complications post-opératoires, les recherches dès qu'il y a une douleur abdominale par exemple aussi, ça va nous aider. Enfin voilà, c'est un scanner qui va servir vraiment dans toutes les situations urgentes. On espère avoir un deuxième scanner de ce type prochainement, qui sera là utilisé pour tous les scanners habituels, ce qu'on appelle notre activité programmée, donc les rendez-vous de scanner, et donc là beaucoup pour l'oncologie. L'enjeu, c'est qu'on a un scanner qui est âgé, 10 ans c'est âgé, et qu'on a très peur que les pannes se multiplient et que ça devienne très difficile de travailler. Donc c'est surtout ça l'enjeu. Hôpital Maude dans le Poids, donc consacré ce matin au scanner spectral en collaboration avec les hôpitaux de Vendée. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, cette effervescence, votre rendez-vous culture chaque mardi sur TV Vendée. Aujourd'hui, Catel va à la rencontre de Séverine Nogent, sculptrice sur bois, résine et bronze, installée à Roche-Chervière. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que la sculpture est rentrée dans votre vie, tout simplement? Oh, il y a très longtemps. Alors, racontez-moi. En fait, j'ai toujours sculpté avec mon mari, J'ai travaillé avec mon mari. Mon mari était sculpteur. D'accord. Mais à la base, c'était pas votre formation de base? Non, j'étais coiffeuse. Voilà, donc rien à voir. Rien à voir. Ok, c'est à force d'être avec lui et à ses côtés que ça vous a donné envie de vous y mettre? On s'est pris de passion tous les deux, en fait, pour ça. On va donner son nom quand même. C'est Jean-Pascal. Voilà, Jean-Pascal Nagent, votre époux. Et alors, vous travaillez quel type de bois? Parce que là, je vois plein de bois autour de moi, mais je ne m'y connais pas trop. Donc, principalement du tilleul. Ok. Et pourquoi ce bois en particulier alors? Parce que c'est un bois clair qui se permet d'être teinté. Nous, on a toujours travaillé avec la couleur en fait sur nos sculptures. Ok. C'est vraiment le bois idéal de la sculpture. Est-ce que dès le début, justement, quand vous avez travaillé avec votre mari, vous êtes tout de suite parti sur des modèles de femmes? Parce qu'autour de moi, je vois uniquement des femmes. Donc c'était son idée à lui au départ. Comment ça a démarré? Oui, la femme, je pense que c'est arrivé parce qu'au début, il n'avait pas les proportions et tout ça, et je posais pour lui, en fait. Ah, vous étiez sa muse. C'est ça, oui, c'est ça, on appelle ça comme ça. Donc je posais pour lui et je pense que c'est resté la femme parce que c'était pratique pour les muscles et tout ça. J'étais là, donc je posais et c'est resté. C'est resté. Et ça vous a porté chance et puis ça vous a plu aussi. C'est ça. Je pense de travailler ces femmes-là. Et donc dès le départ, comment le processus de création s'est articulé pour vous ou pour lui au départ? Donc vous disiez il vous dessinait. Comment ça se passe? Ça part d'un dessin? D'une photo. D'une photo? Beaucoup sur photo, oui. Et à partir d'une photo, comment on traduit ça sur une sculpture finalement? Tout de suite, on prend le bout de bois et ça y est, on commence à travailler dessus? Donc déjà, nous, le bois, on fait une préparation de bois. Donc je fais un bloc de lamellé collé. D'accord. Ça évite que ça bouge dans le temps. Ça garantit que ça ne va pas fissurer, ça ne va pas gercer. Okay. Ça a aussi un autre avantage, c'est qu'on n'est pas tributaire du morceau de bois. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro d'Effervescence à la rencontre de la sculptrice Séverine Nogent aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps maintenant pour nous de passer à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont ces balles de tennis collector de la marque Echter Paris, offertes par la boutique L'Alchimiste installée à Challans. Si vous voulez repartir donc avec ces balles collector Echter Paris, voici la question de la semaine à laquelle il faut trouver la réponse. Nous cherchons cette semaine le lieu où se déroule actuellement l'exposition Artistes pour l'espoir. Je vous rappelle le premier indice donné hier matin, cette exposition se déroule dans une commune vendéenne située tout près de la Roche-sur-Yon. Voici l'indice d'aujourd'hui, deuxième indice donc de la semaine. Cette commune est bien connue des amateurs de sport. On y trouve notamment un important complexe sportif où différents événements se déroulent toute l'année. Je répète, cette commune est bien connue des amateurs de sport. On y retrouve notamment un important complexe sportif et des événements
Toute l'année, nous cherchons notamment le lieu, la salle, le nom de la salle où est installée donc cette exposition Artistes pour l'espoir. Vous connaissez bien sûr le principe maintenant de Café Cuisine. Un rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, où vous retrouvez donc la question de la semaine et l'ensemble des indices au fur et à mesure. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et repartir peut-être donc avec ces balles de tennis collector de la marque Echter Paris, offerte par la boutique L'Alchimiste à Châlons. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez bien sûr l'actualité à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h pour une nouvelle édition de la matinale. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.